Le soleil de juillet s'abattait comme un marteau impitoyable sur le centre de Paris. Pour Léa, enceinte de 7 mois et à des années-lumière de son ancienne vie, la ville se brouillait dans une brume chatoyante. Une vague de vertige la submergea. Le trottoir de béton semblait tanguer et se dérober. Sa main vola vers son ventre rebondi, un instinct protecteur. À travers le mirage mouvant de la chaleur et des gaz d'échappement, elle la vit. Une Bentley noire familière, fuselée comme une panthère. À l'intérieur, la silhouette de son mari, Christophe de Valois, était indéniable. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Puis le monde sombra dans l'obscurité alors que la voiture s'éloignait doucement du trottoir. Christophe de Valois ressentit un soubresaut dans ses entrailles avant même que son cerveau ne traite l'image. Léa, c'était indéniablement elle. Ses cheveux, autrefois une cascade de soie blond miel, coiffés par les meilleurs de la capitale, étaient maintenant ramenés en un chignon désordonné, des mèches collant à son visage baigné de sueur. La robe de maternité sur mesure qu'il lui avait achetée dans une boutique de l'avenue Montaigne avait disparu, remplacée par une simple robe d'été à fleurs délavées, tendue à l'extrême sur son ventre proéminent. Mais ce furent ses yeux qui transpercèrent la vitre teintée de sa Bentley, écarquillés par le choc, puis par le désespoir, puis par un vide insondable, juste au moment où elle s'écroulait sur le pavé. « Monsieur de Valois, tout va bien ?» demanda Monsieur Takada, le magnate japonais de l'immobilier que Christophe courtisait depuis 6 mois, assis à ses côtés. Sa voix était polie, mais perçante, rien ne lui échappait. La panique, froide et tranchante, transperça Christophe. C'était la réunion finale, l'aboutissement d'une année de travail pour sécuriser le projet d'aménagement des berges de la Seine, un contrat qui forgerait sa légende. Les Takada étaient de la vieille école, valorisant l'honneur, la stabilité et l'image par-dessus tout. Que penserait-il s'il savait que la femme échevelée et évanouie sur le trottoir était son épouse? L'épouse dont il leur avait dit qu'elle passait l'été dans leur villa sur la Côte d'Azur. Le mensonge avait été si facile. Sa vie entière était une façade méticuleusement construite. Et il en était le maître architecte. Chauffeur, avancé, déclara Christophe, sa voix n'étant qu'un ordre bas et assuré qui ne trahissait rien de la guerre qui faisait rage en lui. Monsieur. Le chauffeur, une nouvelle recrue nommée Pascal, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les sourcils froncés par l'inquiétude. Il l'avait vu, lui aussi. J'ai dit d'avancer, répéta Christophe, son ton devenant glacial. Il se tourna vers Monsieur Takada, forçant un sourire charmant et sans faille. Toutes mes excuses. Une distraction momentanée. L'effervescence de la vie parisienne. Monsieur Takada acquiesça lentement, son regard s'attardant sur l'endroit où Léa était tombée avant de revenir à Christophe. Une expression indéchiffrable s'installa sur son visage. La voiture accéléra en douceur, s'insérant dans le fleuve de la circulation, laissant la scène derrière elle. Pendant quelques secondes angoissantes, les muscles du cou de Christophe le supplièrent de se retourner. Il combattit cette envie, se concentrant plutôt sur les plans étalés sur la tablette devant lui. Le contrôle. Tout était question de contrôle. Il était Christophe de Valois. Il ne se laissait pas distraire. Il n'échouait pas. Mais alors que la Bentley filait vers son siège social rutilant, l'image du visage de Léa restait gravée au fer rouge à l'intérieur de ses paupières. Il n'avait pas seulement laissé une inconnue dans la rue. Il avait laissé sa femme enceinte, la mère de son enfant à naître, inconsciente sur le pavé brûlant de l'été. Et il l'avait fait pour conclure un marché. Cette pensée glaçante s'installa dans son estomac, lourde comme du plomb. Ce n'avait même pas été une décision difficile. Léa se réveilla avec l'odeur d'antiseptique et le doux bip d'une machine. Une main fraîche était posée sur son front. Elle cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant lentement pour révéler un visage bienveillant et buriné, encadré de cheveux grisonnants. Un ambulancier. Doucement, madame. Vous avez fait une petite chute, dit l'homme avec douceur. Tout va bien. Et le rythme cardiaque du bébé est fort. Un soulagement l'envahit avec une telle intensité qu'elle eut l'impression de s'évanouir une seconde fois. Elle était dans une ambulance. À l'extérieur, les sons de la ville étaient étouffés. Un autre homme, plus jeune, avec de bons yeux bruns et un tablier taché de café, se tenait près des portes ouvertes. « Je t'ai vu tomber », dit l'homme au tablier en se tordant les mains. « Juste devant mon bistrot. »« Moi, c'est Benoît, au fait. Tu viens parfois prendre de l'eau. » Léa le reconnut. Le bistrot de Benoît était son seul petit luxe quotidien.
Un verre d'eau glacée et 5 minutes de répit au frais pendant sa pause de la librairie un peu plus bas dans la rue. Elle essaya de s'asseoir, une nouvelle vague de honte et de vertige la frappant. Merci. Je suis tellement désolé de faire un tel scandale. Ne t'excuse surtout pas, dit Benoît, sa voix ferme mais chaleureuse, utilisant ce tutoiement réconfortant qui marquait l'esprit du quartier. Paris n'est pas un endroit pour une future maman sous cette chaleur. Les ambulanciers veulent t'emmener faire des examens, juste par précaution. Des larmes piquèrent les yeux de Léa. La gentillesse de ces étrangers offrait un contraste saisissant et douloureux avec l'image gravée dans sa mémoire. La Bentley noire, le détournement de tête indifférent de son mari, l'acte délibéré de s'éloigner. Il l'avait vu. Elle savait qu'il l'avait vu. Dans cette fraction de seconde, elle avait perçu la lueur de reconnaissance dans ses yeux, suivie d'un frisson de calcul froid horriblement familier. Il avait choisi le contrat. Il avait choisi son image. Il avait choisi de l'abandonner. L'ambulancier l'aida à se rallonger. On va vous emmener à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Simple précaution. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, effaçant le visage inquiet de Benoît, Léa fixa le plafond, une unique larme traçant un sillon le long de sa tempe. Ce n'était pas la chute qui faisait mal. Ce n'était ni la chaleur ni l'épuisement. C'était la confirmation d'une vérité qu'elle fuyait depuis des mois. Elle n'avait pas seulement été un désagrément pour Christophe de Valois. Elle avait été jetable. Et à cet instant, quelque chose en elle, quelque chose qui s'était accroché à une infime et folle lueur d'espoir, se brisa définitivement. L'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour lui tourna en quelque chose de nouveau, quelque chose de dur et de froid. C'était l'instinct de survie. Elle était totalement, effroyablement seule. Et pour la première fois, elle s'en réjouit. Son enfant ne connaîtrait jamais la froide cage dorée à laquelle elle venait d'échapper de justesse. Elle s'en assurerait. 1 an plus tôt seulement, s'évanouir dans la rue aurait été une impossibilité. La vie de Léa avait été une performance méticuleusement orchestrée par Christophe. Leur somptueux hôtel particulier de Valois dans le 16e arrondissement, avec ses vues imprenables sur la tour Eiffel, était un chef-d'œuvre stérile de boiseries anciennes, d'acier et de marbre italien. Ses journées étaient chronométrées à la minute près. Pilates avec un instructeur privé en matinée, essayage pour les galas de charité ensuite. Déjeuner dans des restaurants étoilés Michelin. Les après-midi passés dans les conseils d'administration d'associations caritatives soigneusement sélectionnées. Christophe appelait cela maintenir la marque. Léa appelait cela une lente suffocation. Elle avait rencontré Christophe lors d'un gala universitaire. Elle était une brillante et ambitieuse diplômée en histoire de l'art, travaillant dans une petite galerie. Il était le charismatique titan de l'immobilier, un tourbillon de pouvoir et de charme. Il l'avait courtisée sans relâche, la couvrant d'une attention intense et focalisée qui ressemblait à la lumière du soleil. Il aimait son intelligence, disait-il, sa passion pour l'art, son esprit indépendant. Ce ne fut qu'après le mariage que le soleil commença à projeter de longues ombres glaciales. Son esprit indépendant devint quelque chose à gérer. Son emploi à la galerie fut jugé inconvenant. Ses amis d'université manquaient de sophistication. Ses opinions sur l'art étaient des anecdotes amusantes pour ses dîners d'affaires, mais ses opinions sur la vie ou les affaires se heurtaient à un sourire condescendant. « Laissez-moi la stratégie, ma chère », lui disait-il avec ce vouvoiement aristocratique et distant qu'il imposait dans l'intimité. Le déséquilibre des pouvoirs était un gouffre entre eux. Ils détenaient toutes les cartes, l'argent, le statut social, la clé de leur cage dorée. Elle était un bel accessoire, sa valeur directement liée à sa docilité et au reflet qu'elle projetait de lui. Il n'était pas physiquement cruel, mais son contrôle était un boa constricteur, se resserrant si graduellement qu'elle le remarqua à peine, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Il choisissait ses vêtements, filtrait ses appels et organisait sa vie jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus la femme dans le miroir. La grossesse fut son point de rupture. Elle avait espéré, avec un optimisme désespéré et naïf, qu'un enfant le changerait, l'adoucirait. Elle se souvenait du moment où elle le lui avait annoncé. Ils étaient dans leur immense salon de réception, les lumières de Paris scintillant à travers les baies vitrées comme une constellation tombée du ciel. « Christophe, je suis enceinte », avait-elle dit, les mains tremblantes en lui tendant le test positif. Il ne s'était pas précipité vers elle. Il ne l'avait ni embrassée ni poussé des cris de joie. Il était resté près de la fenêtre, lui tournant le dos pendant un long moment. Puis il s'était retourné,
un sourire lent et calculateur s'étirant sur son visage. Ce n'était pas le sourire d'un futur père heureux. C'était le sourire d'un roi qui venait de sécuriser sa dynastie. Un héritier de Valois, avait-il dit, la voix emplie de satisfaction. Excellent. Nous allons devoir ajuster votre emploi du temps public. L'annoncer dans le Figaro. C'est bon pour l'image de la famille. Il n'y avait pas de nous, pas de notre bébé. Il y avait l'héritier de Valois et la marque. À cet instant, Léa comprit que cet enfant ne serait pas une personne à ses yeux, mais un actif, une autre pièce sur son échiquier. Elle imaginait son fils ou sa fille grandissant dans ce luxe étouffant, apprenant que l'amour était transactionnel, que les gens étaient des outils, et que l'image était tout. Cette pensée la terrifia plus que toute autre chose. Cette nuit-là, elle resta éveillée, écoutant sa respiration régulière à côté d'elle dans leur lit gigantesque. La décision, lorsqu'elle se cristallisa enfin, fut terrifiante mais libératrice. 2 semaines plus tard, pendant qu'il était en voyage d'affaires à Singapour, elle agit. Elle ne prit ni les diamants ni les sacs de créateurs. Elle prépara un simple sac de sport avec ses vieux vêtements d'avant Christophe, les quelques livres qu'elle avait réussi à conserver, et tout l'argent liquide qu'elle avait sur son compte personnel, un maigre pécule de 7000 €, la pension mensuelle qu'il lui allouait. Elle prit un taxi vers un quartier anonyme et populaire, trouva un petit appartement défraîchi à louer dans le Marais, et paya plusieurs mois d'avance en espèces. Elle vendit le dernier bijou que Christophe lui avait offert, un simple médaillon en or, pour quelques centaines d'euros. Elle acheta un téléphone jetable intraçable. Elle redevint Léa Durand, et non plus Léa de Valois. Les premières semaines furent un tourbillon de peur et d'adrénaline. Chaque sirène la faisait sursauter. Chaque homme bien habillé dans la rue ressemblait à un membre de la sécurité de Christophe. Mais lentement, une nouvelle réalité s'installa. C'était une vie à compter ses centimes, à manger des coquillettes, avec les pieds douloureux à force de ranger des étagères dans une librairie d'occasion. Mais c'était la sienne. L'air dans son minuscule appartement, qui sentait la poussière et la cuisine de ses voisins, lui paraissait plus pur et plus facile à respirer que l'air climatisé et parfumé de l'hôtel particulier. Pour la première fois depuis des années, Léa ressentit le frisson calme et exaltant de sa propre liberté d'action. Elle construisait une vie, non pas pour une marque, mais pour son enfant. Le monde de Léa se réduisit à un rayon de 5 rues, mais son esprit s'étendit dans des proportions inverses. Son appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, aux escaliers grinçants et à la plomberie incertaine. L'unique fenêtre donnait sur un mur de briques. Pourtant, se réveiller au son de son propre réveil, et non au mouvement feutré d'une gouvernante, résonnait comme une victoire. Son travail à la librairie Renaissance était un havre de paix. Le propriétaire, un homme perpétuellement agité nommé Léon, se souciait uniquement de sa ponctualité et de sa capacité à classer par ordre alphabétique. Elle passait ses journées entourée de l'odeur réconfortante du vieux papier et de l'encre, les mains poussiéreuses d'histoires oubliées et d'aventures délaissées. Son ventre arrondi rendait le rangement des livres sur les étagères du bas difficile. Mais ses collègues, une étudiante sarcastique prénommée Chloé et une bibliothécaire à la retraite nommée Hélène, étaient toujours là pour l'aider, sans poser de questions. Ils ignoraient son passé, et pour cela, elle était reconnaissante. Pour eux, elle n'était que Léa, la femme enceinte et discrète avec parfois un regard triste et lointain. Le cœur de son nouveau quartier était le bistrot de Benoît. Après son malaise, Benoît était devenu un ange gardien silencieux. Il glissait une viennoiserie dans sa main avec son verre d'eau, refusant tout paiement. Pour le petit bout de chou, disait-il avec un sourire bourru et toujours ce hauteur fraternel. C'était un veuf approchant la cinquantaine, dont la vie était gravée d'un chagrin silencieux qu'il canalisait dans la bonté. Il ne s'immisçait jamais, mais son bistrot devint son sanctuaire. Un après-midi, alors qu'elle était assise à sa petite table habituelle près de la fenêtre, son amie Nathalie la trouva. Nathalie était la seule amie de son ancienne vie qui avait percé à jour la façade. Journaliste fougueuse et pragmatique, elle avait méprisé Christophe dès le début. « J'essaie ton ancien numéro depuis des semaines, Léa, » dit Nathalie en se glissant sur la chaise en face d'elle, ses yeux scrutant la robe élimée de Léa et les traits tirés de son visage. « J'allais signaler ta disparition à la police. Puis j'ai reçu ton texto de ce téléphone jetable. » Léa esquissa un faible sourire. « Désolé, j'ai dû me déconnecter. »« Te déconnecter ? Léa, tu as disparu de la surface de la Terre » s'exclama Nathalie, la voix mêlée de soulagement et de frustration. Elle tendit le bras par-dessus la table et serra la main de Léa. « Tu vas bien ?
Vraiment? Les larmes montèrent aux yeux de Léa, et toute l'histoire sortit d'un trait. La suffocation, l'annonce de la grossesse, la fuite. Elle omit la partie où elle s'était évanouie dans la rue et où Christophe l'avait abandonnée. C'était trop vif, trop humiliant à avouer à voix haute. Nathalie l'écouta, son expression se durcissant à chaque mot. Ce fils de... Je le savais. Je savais que c'était un monstre enveloppé dans un manteau en cachemire. Elle regarda le ventre de Léa. Et tu as affronté tout ça toute seule. Je ne suis pas seule, rétorqua Léa, une force surprenante dans la voix. Elle désigna le bistrot du regard. Benoît m'offre des pâtisseries. Hélène de la librairie tricote une couverture pour le bébé. Chloé me donne son ancien berceau. C'est différent. Nathalie étudia son amie. L'éclat artificiel des salons parisiens avait disparu, remplacé par une pâle fatigue. Mais ses yeux, autrefois voilés d'une brume vide et polie, étaient clairs et présents. Elle était plus mince, et pourtant plus consistante. Tu as raison, dit doucement Nathalie. C'est différent. Tu ressembles plus à toi-même que tu ne l'as été depuis des années. La conversation tourna à la logistique. Nathalie insista pour lui ouvrir un compte bancaire secret, y transférant une partie de ses propres économies. Ne discute pas, ordonna-t-elle. C'est à ça que servent les amis. Nous sommes ta famille maintenant. Plus tard dans la semaine, alors que Léa rangeait une pile de livres de poche classiques à la librairie, elle sentit un frémissement dans son ventre, puis un coup de pied ferme et distinct. Elle haleta, lâchant un exemplaire des Misérables. Elle posa ses deux mains sur son ventre, le souffle court lorsque le bébé donna un nouveau coup de pied. Une minuscule et puissante affirmation de vie. Les larmes coulèrent sur son visage. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de joie pure et inaltérée. C'était réel. Cette minuscule vie en elle était réelle. Elle ne fuyait plus seulement Christophe. Elle courait vers cela, vers un avenir qu'elle construirait de ses propres mains, un avenir riche d'une manière que Christophe de Valois ne pourrait jamais comprendre. Elle n'avait ni fortune, ni statut, ni pouvoir. Mais assise sur le sol poussiéreux d'une librairie d'occasion, elle se sentait la femme la plus riche du monde. Le monde de Christophe de Valois était fait d'un ordre méticuleux. Ses contrats étaient signés, ses actions grimpaient, et son image restait immaculée. L'incident avec Léa dans la rue était une anomalie dérangeante, une fissure dans la façade de marbre de sa vie. Il avait passé les jours suivants à tenter de la colmater avec le mortier du déni et de la diversion. L'accord Takada, qui aurait dû être une célébration triomphale, sonnait creux. La signature avait été morose. La poignée de main de M. Takada fut ferme, mais ses yeux contenaient une lueur froide et évaluatrice qui troubla Christophe. Il eut le sentiment net d'être jugé, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme. L'hôtel particulier, autrefois symbole de sa domination, lui paraissait vaste et silencieux. Ce silence était une accusation. Il résonnait dans les espaces où la présence discrète de Léa avait l'habitude d'être. Il se retrouva debout dans le dressing de sa femme, entouré de rangées de robes et de chaussures exquises qu'elle avait laissées derrière elle. Il passa la main sur une robe de soie, le tissu froid et sans vie. Il lui avait acheté ces choses pour la rendre heureuse, pour faire d'elle la partenaire parfaite. Ne lui avait-il pas tout donné? Son frère aîné, Bernard, l'y trouva un soir. Bernard de Valois était l'antithèse de Christophe. Il gérait la fortune historique de la famille, les fondations philanthropiques, le côté discret et respectable de la dynastie de Valois. Il voyait l'ambition impitoyable de Christophe comme une trahison vulgaire de leur héritage. Toujours pas de nouvelles d'elle, demanda Bernard, adossé à l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il était la seule personne que Christophe ne pouvait pas intimider. Elle reviendra, répondit Christophe avec dédain, se détournant du placard. Elle fait du drame. Du drame? La voix de Bernard était empreinte de mépris. Elle a disparu depuis 2 mois, Christophe. Elle est enceinte de ton enfant, et tu n'as rien fait. Tu n'as même pas engagé un détective privé. Tu l'as simplement laissé s'évaporer, en espérant que ça ne vienne pas perturber tes négociations commerciales. L'accord Takada vaut 2 milliards. Il exigeait toute mon attention, s'emporta Christophe, son sang-froid se fissurant enfin. Et combien vaut ta femme, rétorqua Bernard en s'avançant dans la pièce. J'ai vu l'expression de ton visage ce jour-là après ta réunion avec eux. Tu étais terrifié. Il s'est passé quelque chose. Que as-tu fait?
La mâchoire de Christophe se contracta. Il marcha vers les fenêtres à la française, contemplant les lumières de Paris. Je m'en occupe. Par s'en occuper, tu veux dire ignorer le problème jusqu'à ce qu'il devienne une crise de relations publiques, implacable, Bernard continua. Tu vois les gens comme des actifs, Christophe. Des passifs à gérer. Tu l'as toujours fait. Mais Léa n'est pas le cours d'une action. C'est une personne. Une personne merveilleuse, brillante, que tu as systématiquement vidée de sa substance pour la plier à ton récit. Et maintenant? Tu t'étonnes qu'elle soit partie. Une vague de rage, bouillante et défensive, monta dans la poitrine de Christophe. Tu ne sais rien de mon mariage. Je sais que j'ai vu mon frère se transformer en une machine froide et calculatrice qui accorde plus de valeur à un immeuble qu'à sa propre famille. Père aurait honte. La mention de leur père fut un coup bas, et il porta. Leur père avait été un homme redoutable mais juste, un bâtisseur de choses, certes, mais un bâtisseur de famille avant tout. Christophe tressaillit. Sors, Bernard, dit-il, sa voix dangereusement calme. Bernard soupira, la colère le quittant, remplacée par une tristesse lasse. Trouve-la, Christophe. Pas pour la marque. Pas pour les actionnaires. Trouve-la parce qu'elle est ta femme et qu'elle porte ton enfant. Trouve-la avant de perdre la dernière once de ton âme. Après le départ de Bernard, le silence de l'hôtel particulier pesa sur Christophe, plus lourd qu'auparavant. Il était hanté, non pas par la culpabilité, un sentiment auquel il accédait rarement, mais par le souvenir du regard de Léa. Ce n'était pas seulement de la peur ou du désespoir. C'était de la reconnaissance. Elle l'avait percé à jour. Et dans la même seconde, elle avait vu à travers lui. Elle avait vu le calcul, la lâcheté. Il marcha vers son bar et se versa un verre de scotch hors d'âge, le liquide ambré ne parvenant pas à réchauffer le froid en lui. Bernard avait tort. Il ne perdait pas son âme. Il protégeait simplement son empire. C'était ce qu'un roi devait faire. Des sacrifices étaient nécessaires. Mais alors qu'il fixait son reflet dans la vitre sombre, un visage qu'il reconnaissait à peine, émacié par le stress, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le sacrifice qu'il avait fait sur ce trottoir baigné de soleil n'avait pas été Léa. Ça avait été lui-même. La fissure dans le marbre s'étendait. Une semaine plus tard, la première secousse frappa. Cela commença non pas par un tremblement de terre, mais par un léger murmure sur un bloc de potins spécialisé. L'article s'intitulait « Le roi de Paris, de Valois, un château vide ». Il était spéculatif, rempli de sous-entendus sur l'absence criante de Léa de Valois de la scène mondaine. Il mentionnait que des sources proches du couple ne l'avaient pas vue depuis des mois, et que l'équipe de Christophe restait évasive. L'article était accompagné d'une photo granuleuse, prise au téléobjectif, de Christophe montant dans sa Bentley. En arrière-plan, flou mais indéniable, se trouvait la silhouette d'une femme enceinte au sol, une petite foule s'attroupant autour d'elle. La légende disait, est-ce une coïncidence ou le signe d'un problème au paradis? Une chose est sûre, là où il y a de la fumée, il y a généralement un incendie à plusieurs milliards. La responsable des relations publiques de Christophe, une femme impitoyable nommée Sandrine, était dans son bureau dans l'heure, tablette en main. C'est un feu de broussailles, Christophe. Nous devons l'étouffer avant qu'il ne devienne un brasier. Publier un démenti. Une déclaration sur notre vie privée, dit Christophe, les yeux rivés sur l'image floue de Léa. Il pouvait presque sentir la chaleur du bitume. Avec quoi? Ils demanderont où elle est. Nous avons vendu l'histoire de la villa sur la Côte d'Azur depuis 2 mois. Ça ne résistera pas à un véritable examen, déclara Sandrine, d'un ton clinique. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'une séance photo. Vous, son ventre, des sourires. Nous devons contrôler le récit. Et en ce moment, nous n'avons aucun récit. Le mot contrôle le secoua. Il le perdait. La situation dégénérait, devenant un spectacle public. La seule chose qu'il abhorrait. Trouvez-la, ordonna-t-il, les mots ayant un goût de cendre. C'était le même ordre que son frère lui avait donné, mais le motif était tout autre. Bernard voulait qu'il trouve sa femme. Christophe voulait retrouver son actif. J'ai déjà engagé un détective privé, rétorqua Sandrine, l'anticipant. Les meilleurs, une agence très discrète. Ils auront besoin d'une photo récente, de détails personnels, de ses connaissances. La traque commença.
Christophe, l'homme capable de suivre les marchés financiers mondiaux à la seconde près, utilisait désormais ses immenses ressources pour traquer sa propre épouse. L'ironie lui échappa, enfouie sous une montagne d'anxiété. Les enquêteurs étaient des professionnels lui fournissant des mises à jour aseptisées. Piste potentielle dans le secteur du Marais. Interrogatoire d'une amie nommée Nathalie. Elle ne coopère pas. Pendant ce temps, l'histoire prenait de l'ampleur. L'article de blog initial fut repris par des magazines en ligne plus réputée. La photo floue fut rendue plus nette par des experts numériques. Le récit commençait à se figer. Christophe de Valois, le puissant magnate, et sa mystérieuse épouse enceinte volatilisée. À la librairie, Chloé fit glisser son téléphone sur le comptoir vers Léa. « Et, ce n'est pas ce gros bonnet de l'immobilier ? Le type qui possède la moitié de la ville. » Léa baissa les yeux, et son propre visage, pixelisé et indistinct, la fixa depuis l'article de presse. Son cœur cogna contre ses côtes. Il la cherchait. Pas lui. Pas Christophe, l'homme qu'il aimait, mais eux, son équipe, la machine. Elle n'était pas une personne à retrouver, mais un problème à résoudre. Une crise de relations publiques à gérer. La panique, froide et suffocante, s'empara d'elle. Ce petit monde qu'elle avait bâti, cette paix fragile, était sur le point d'être réduit en miettes. Il la trouverait, la ramènerait de force sous les projecteurs, et l'exhiberait pour sauver sa réputation. Son enfant naîtrait dans ce cirque. Ce soir-là, Nathalie se pointa à son appartement, le visage grave. Ils sont venus à mon bureau, Léa. 2 hommes en costume, des détectives, posant des questions sur toi. Je les ai envoyés balader et j'ai appelé mon avocat, mais ils fouinent. Ce n'est qu'une question de temps. Léa enroula ses bras autour de son ventre, submergée par un besoin primitif de protéger son bébé. Qu'est-ce que je fais, Nathalie ? Je ne peux pas y retourner. Je m'y refuse. Tu n'y retourneras pas, déclara férocement Nathalie. Mais tu ne peux pas te cacher éternellement. Il utilise son argent pour te coincer. La seule façon de battre une brute dotée de pouvoir, c'est de lui retirer ce pouvoir. Comment ? Murmura Léa, la voix tremblante. Tu arrêtes de te cacher, répondit Nathalie, plongeant ses yeux dans ceux de Léa. Tu prends les devants sur l'histoire. Tu la racontes toi-même. Tes propres mots, ta propre vérité. Tu penses qu'il contrôle le récit ? Arrache-le lui des mains. L'idée était terrifiante. Cela signifiait entrer dans la lumière qu'elle avait tant cherché à éviter. Cela signifiait l'affronter, non pas en épouse fuyarde, mais d'égal à égal. Cela signifiait se battre. Pour la première fois, Léa l'envisagea. La peur était toujours là, mais en dessous, la braise dure et froide de la survie qui avait été forgée sur ce trottoir commença à rougeoyer. Il l'avait laissée par terre. Peut-être était-il temps qu'elle se relève et lui montre qu'elle pouvait se tenir debout toute seule. L'enquêteur était doué. Ce ne fut pas une découverte dramatique, mais un constat calme et prosaïque. Il se contenta de suivre la piste de gentillesse que Léa avait laissée dans son sillage. Un tuyau d'un pharmacien où elle avait acheté des vitamines prénatales, la confirmation d'un épicier qui se souvenait de la femme enceinte et polie qui payait toujours en espèces. La piste menait directement au bistrot de Benoît. Christophe arriva par un après-midi gris et couvert. Il ne vint pas dans sa Bentley, mais dans une berline noire banalisée. Il portait un simple pull sombre et un pantalon, une tentative de paraître modeste qui échoua lamentablement. Son aura de richesse et de pouvoir était une présence physique, aspirant l'air du bistrot chaleureux à la seconde où il y pénétra. Léa essuyait une table, tournant le dos à la porte. Elle bougeait avec la grâce lente et mesurée d'une fin de grossesse. Benoît était derrière le comptoir en train de polir un verre. Il vit Christophe le premier, et son attitude amicale disparut instantanément, remplacée par une immobilité méfiante. La tension dans la pièce fit se retourner Léa. Et il était là. Pendant un instant, ils se dévisagèrent à travers la petite pièce. Les clients s'estompèrent. Le tintement des couverts et le sifflement de la machine à expresso disparurent. Il n'y avait plus que d'eux, un univers de mots non dits et de trahisons s'étirant entre eux. Il avait l'air fatigué, remarqua TL,
un détail qui l'a surpris. La prestance inébranlable était toujours là, mais il y avait de fines ridules de tension autour de ses yeux qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Il fit un pas en avant. Léa. Sa voix, celle qui avait l'habitude de commander les salles de conférence et de charmer les investisseurs, sonnait creuse dans l'air chaud et parfumé de café. Léa posa une main sur son ventre, un geste à la fois protecteur et défiant. Elle se redressa, la colonne vertébrale droite. La femme effrayée et en fuite avait disparu. Une mère se tenait à sa place. « Christophe, vous ne devriez pas être ici. »« Nous devons parler, » dit-il, son regard balayant le bistrot avec dégoût. « Pas ici. Allons dans un endroit privé. »« Non, » répondit-elle. Le mot fut prononcé doucement, mais il était fait d'acier. « Je me plais ici. Ce sont mes amis. » Elle jeta un coup d'œil à Benoît, qui se tenait maintenant les bras croisés, sentinelle silencieuse et inébranlable. La façade de Christophe commença à se fissurer. Une lueur de frustration traversa son visage. « Ne soyez pas ridicule. Vous créez une tempête médiatique. Votre photo est partout. Vous devez rentrer à la maison. » « À la maison ?» Le mot sortit comme un rire amer. « Vous parlez de notre hôtel particulier ? De la vitrine d'exposition ? Ce n'est pas une maison, Christophe. C'est un showroom, et je ne suis pas l'une de vos pièces de collection. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, dit-il, baissant la voix, tentant de reprendre le contrôle. C'était une négociation. Un nouvel appartement, une pension plus importante. Quoi qu'il faille pour arranger ça. Et ce fut tout. Le moment final est clarificateur. Il n'était pas là pour elle. Il n'était pas là parce qu'il était inquiet ou parce qu'elle lui manquait. Il était là pour arranger ça. Pour gérer le problème. « Vous voulez arranger ça ?» lança-t-elle, la voix s'élevant légèrement, imprégnée d'une douleur si profonde qu'elle sonnait comme de la colère. « Parlons de la façon d'arranger ça. Où étiez-vous, Christophe, quand j'étais sur le trottoir ? Quand je me suis évanouie à 30 mètres de votre voiture ? Je vous ai vu. Vous m'avez vu. » L'accusation flottait dans l'air, brute et indéniable. Christophe tressaillit comme s'il avait été frappé. La couleur quitta son visage. Pour la première fois, il eut l'air véritablement acculé, dépouillé de son pouvoir. Les Takada étaient dans la voiture, balbutia-t-il, l'excuse sonnant pathétique même à ses propres oreilles. C'était un moment critique. C'était compliqué. Compliqué ? La voix de Léa tremblait d'une fureur justicière qu'elle ne se connaissait pas. Non, c'était simple. Vous avez vu votre femme enceinte s'effondrer dans la rue, et vous avez choisi de protéger un accord commercial. Vous avez choisi de protéger votre image. Vous m'avez laissé là. Ce sont des étrangers qui m'ont aidé. Christophe. Des inconnus. Un homme qui possède le petit bistrot dans lequel vous vous trouvez a appelé une ambulance pour moi. Un homme qui n'a rien fait preuve de plus d'humanité en 5 minutes que vous ne m'en avez montré en 2 ans. Benoît fit un demi-pas en avant, non pas de manière agressive, mais simplement pour se tenir plus près d'elle, une démonstration silencieuse de solidarité. Christophe regarda le visage féroce et strié de larmes de Léa, puis le regard fixe de Benoît. À cet instant, il vit le gouffre entre son monde et le sien. Il négociait en milliards d'euros, en levier financier et en contrat. Cet homme offrait du café et de la gentillesse. Et là, tout de suite, dans ce petit bistrot insignifiant, Benoît était l'homme le plus riche. Christophe était en faillite. Il était venu ici avec une stratégie, avec des arguments préparés par son équipe de relations publiques. Il était censé être conciliant mais ferme, pour la ramener au bercail. Mais ses mots, sa vérité, avaient brisé ses défenses. Il n'y avait rien qu'il puisse lui offrir. L'argent ne pouvait pas acheter ce qu'il avait détruit. Des excuses ne pourraient pas effacer l'image de sa voiture s'éloignant au loin. Vaincu, il se détourna sans ajouter un mot et sortit du bistrot. Il ne se retourna pas. Alors qu'il s'avançait dans l'après-midi gris, la porte se refermant derrière lui, il ressentit un vide profond et inhabituel. Ce n'était pas la brûlure d'une négociation ratée.
C'était l'agonie d'une blessure qu'il s'était infligée à lui-même. Il n'avait pas seulement perdu une dispute. Il l'avait perdue, elle. Et dans le silence glaçant de son propre cœur, il commençait à comprendre qu'il avait peut-être perdu tout ce qui avait vraiment eu de l'importance. La confrontation dans le bistrot fut le premier domino. Le reste de l'empire de Christophe commença à s'effondrer à une vitesse vertigineuse. 2 jours plus tard, Christophe reçut un email lapidaire du bureau de M. Takada. Il se retirait du projet d'aménagement des berges. La raison officielle évoquait des changements imprévus dans la confiance du marché. Mais la note personnelle jointe par M. Takada lui-même fut le véritable coup de grâce. Elle était courte et brutale. Monsieur de Valois. Un homme qui ne peut honorer sa famille ne peut être digne de confiance pour honorer un contrat. Les fondations d'un gratte-ciel sont primordiales. Mais les fondations du caractère d'un homme le sont encore plus. Nous avons trouvé les vôtres instables. Le contrat de 2 milliards, l'apogée de sa carrière, s'évapora. Tout simplement. La nouvelle frappa les fils d'actualité financière 1 heure plus tard. Les actions du groupe de Valois chutèrent de 17% avant la cloche de clôture. Le conseil d'administration, autrefois composé de flagorneurs loyaux, convoqua une réunion d'urgence. Il sentait l'odeur du sang. Son sang. Il s'assit dans la salle du conseil, cette même pièce où il avait commandé avec une autorité absolue, et se sentit comme un étranger. Les visages qui le fixaient étaient remplis d'accusations et de peur. Il ne remettait pas seulement en question sa gestion de la crise médiatique. Il remettait en question son jugement, sa stabilité, son identité même de leader. Son frère Bernard était là, représentant les intérêts de la famille. Il resta silencieux durant la majeure partie de la procédure, l'expression grave. Alors que la séance était levée sur un vote visant à former un comité spécial pour superviser les décisions exécutives de M. de Valois le dépouillant effectivement de son autonomie, Bernard l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Il tourne autour, dit Christophe, la voix vide. À quoi t'attendais-tu, répondit Bernard, la voix dénuée de triomphe, mais empreinte d'une profonde et retentissante tristesse. Tu bâtis un empire sur une image de force et de contrôle. Au moment où cette image se fissure, tout s'écroule. C'est toi qui as fait ça, Christophe, à chaque étape. Quand tu as isolé Léa, quand tu l'as fait fuir, quand tu l'as laissée sur ce trottoir, tu as posé la dynamite. Et ta propre arrogance a allumé la mèche. Christophe n'eut aucune réponse. La combativité l'avait quitté. La colère défensive avait été remplacée par un vaste engourdissement résonnant. Cette nuit-là, il déambula dans l'hôtel particulier. Le personnel de ménage était passé, mais l'endroit semblait à l'abandon. C'était un mausolée dédié à son succès. Des trophées et des récompenses brillaient sur les étagères, témoignages de contrats qu'il avait remportés et de rivaux qu'il avait écrasés. Il saisit un lourd obélisque de cristal, le prix du promoteur de l'année. Il lui sembla en apesanteur, dénué de sens. Il se tint devant la grande fenêtre, contemplant la ville qu'il avait cherché à conquérir. Elle lui paraissait étrangère maintenant, une toile de lumière reliant des gens qu'il ne connaissait pas, grouillante d'une vie à laquelle il n'avait pas accès. Son monde avait été la vue depuis le sommet. Il n'avait jamais prêté attention aux vies dans les rues en contrebas, sauf si elles se trouvaient sur le chemin d'un nouveau projet immobilier. L'image de Léa sur le pavé lui revint à l'esprit. Mais cette fois, c'était différent. Il ne la vit pas depuis la sécurité détachée de sa Bentley. Il ressentit l'impact brutal de son corps sur le béton. Il ressentit la chaleur torride, le soleil aveuglant. Il ressentit la panique d'une femme enceinte, seule et terrifiée, alors que le monde plongeait dans le noir. Pour la première fois, il ressentit sa douleur à elle, et non son désagrément à lui. Un sanglot, rauque et laid, s'arracha de sa gorge. C'était un son qu'il n'avait pas émis depuis l'enfance. Il s'affaissa sur le sol de marbre froid, le trophée de cristal glissant de ses mains pour se briser en 1000 morceaux. Le son fit écho à la destruction de sa propre arrogance. Il avait perdu le contrat. Il avait perdu le contrôle de son entreprise. Il avait perdu le respect de son frère. Et il avait perdu sa femme.
il avait méticuleusement construit un royaume de verre et de pierre seulement pour découvrir qu'il en était l'unique et misérable prisonnier. Toucher le fond n'était pas une donnée financière. C'était cela, cet isolement profond et écrasant, né entièrement de ses propres choix. L'heure des comptes avait sonné, et dans les ruines de sa vie parfaite, Christophe de Valois commença enfin à pleurer. 3 mois s'écoulèrent. L'automne parisien arriva, peignant la ville dans des teintes d'ambre et de rouille. La frénésie médiatique entourant les de Valois s'était apaisée, remplacée par des scandales plus récents. Léa donna naissance à une petite fille en bonne santé par un matin frisquet d'octobre. Elle la nomma Lily. Lily Durand. En tenant sa fille pour la première fois, Léa ressentit un amour si féroce et si absolu qu'il recalibra tout son univers. Chaque épreuve, chaque moment de peur l'avait conduite à ce petit miracle parfait. Sa vie n'était plus définie par ce qu'elle avait fui, mais par cette petite main confiante agrippée à son doigt. Sa vie dans le Marais avait trouvé un rythme confortable. Son appartement était encombré d'affaires pour bébé, la plupart étant des cadeaux d'occasion de sa nouvelle communauté. Hélène, de la librairie, était une grand-mère d'adoption gâteuse. Nathalie était la tante branchée toujours présente. Et Benoît. Benoît était simplement un ami bon et fiable, qui passait lui déposer de la soupe quand il savait qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner, et qui savait faire rire Lily comme personne d'autre. Il y avait une chaleur tacite entre eux, une douce possibilité qu'aucun des deux n'était pressé de définir. Pour l'instant, l'amitié suffisait amplement. Elle n'avait jamais eu de nouvelles de Christophe. Après l'annonce de sa chute professionnelle, une part d'elle s'était attendue à ce qu'il fasse une dernière tentative désespérée pour réclamer sa vie avec elle. Mais il n'y eut que le silence. Puis, un après-midi, un colis arriva. Il n'avait pas été envoyé par un coursier privé, mais par courrier recommandé. C'était une épaisse et simple enveloppe Kraft avec une adresse écrite à la main. Elle reconnut instantanément la calligraphie incisive et tranchante. Son cœur eut dératé. Les mains tremblantes, elle déposa Lily dans son berceau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 2 choses, une liasse de documents juridiques et une unique lettre manuscrite. Elle lut la lettre en premier. Léa, il n'y a pas de mots pour exprimer correctement la profondeur de mes regrets. Des excuses de ma part n'ont aucune valeur, car j'ai prouvé que mes mots ne valaient rien. Je le sais maintenant. Je n'écris pas cette lettre pour te demander pardon, car je sais que je ne l'ai pas mérité. Et je pourrais ne jamais le mériter. Je l'écris uniquement pour t'offrir une explication, non une excuse. Ma vie entière a été une construction bâtie pour projeter de la force et cacher une peur viscérale de l'échec. Je voyais les gens, toi y compris, comme les composantes de cette construction. Je te valorisais, non pas pour ce que tu étais, mais pour la façon dont tu te reflétais sur moi. Ce fut une défaillance morale profonde et impardonnable. Le jour où je t'ai vu dans la rue, j'ai fait un choix né de cette lâcheté. En choisissant mon image, j'ai détruit ma réalité. Je le vois à présent. Tout perdre le contrat, la réputation de l'entreprise, toi ne fut pas une tragédie. Ce fut une conséquence. Une conséquence nécessaire. J'ai commencé une thérapie. J'ai démissionné de mon poste de PDG du groupe de Valois. J'essaie d'apprendre à être un homme. Non une marque. Les documents ci-joints sont pour notre fille. J'ai établi une fiducie irrévocable à son nom. Les fonds sont suffisamment importants pour qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter de rien. Et surtout, je n'en suis pas l'administrateur. Ton amie Nathalie et mon frère Bernard ont accepté d'agir en tant que co-administrateurs. Et eux seuls la géreront jusqu'à sa majorité. Je n'y ai aucun accès et aucun contrôle. Ce n'est pas un levier de chantage. Ce n'est pas un cadeau pour toi. C'est la seule chose que je puisse donner à notre fille qui soit vierge de mon influence. C'est une chance pour son avenir. Un avenir que j'espère que tu construiras pour elle. Loin de la vie que je lui aurais donnée. Je ne te contacterai plus. Je n'interférerai ni dans ta vie ni dans la sienne. Mon seul espoir est qu'un jour, elle saura qu'elle a un père qui, ayant totalement échoué envers elle, essaie au moins de devenir un homme digne de son existence. Il n'y est tout simplement pas encore. Christophe.
Léa lut la lettre 3 fois, les larmes brouillant l'encre. Ce n'était pas la lettre de l'homme qu'elle avait épousé. L'arrogance avait disparu, remplacée par une conscience de soi brutale et inébranlable. Le vouvoiement formel d'autrefois avait laissé place à un tutoiement humble, signe d'une vulnérabilité absolue. C'était la voix d'un homme qui avait marché à travers les flammes et en avait été irrévocablement transformé. Elle parcourut les documents légaux, vit les signatures de Nathalie et de Bernard, et comprit que ce n'était pas un stratagème. C'était un acte de reddition, un acte de pénitence. Il lui offrait la seule chose qu'elle s'était battue si durement pour obtenir, la liberté totale. Le pardon était un rivage lointain et brumeux qu'elle ne pouvait pas encore distinguer. Les blessures étaient trop profondes. Mais pour la première fois, le nœud dur de colère et de trahison dans sa poitrine commença à se desserrer. Elle posa les yeux sur sa fille, dormant paisiblement, baignée par la douce lumière de l'après-midi. L'avenir de Lily était assuré, protégé non pas par le pouvoir de Christophe, mais par son absence. Léa plia la lettre et la plaça dans une petite boîte en bois avec ses souvenirs les plus précieux. L'avenir restait une page vierge. Peut-être qu'un jour, une version différente de Christophe en ferait partie d'une petite manière. Peut-être pas. Mais alors qu'elle prenait sa fille dans ses bras et la serrait contre elle, respirant sa douce odeur de lait, Léa eut la certitude d'une chose. Ce nouveau départ était enfin, véritablement, le sien. L'histoire de Léa illustre une transformation incroyable, celle d'une femme trophée enfermée dans une cage dorée devenant une mère farouchement indépendante, ayant trouvé la richesse non pas dans la fortune, mais dans la communauté et l'amour. Pendant ce temps, Christophe de Valois, un homme au sommet du pouvoir, vit son empire et son âme voler en éclats à cause d'une seule décision impitoyable. Son chemin vers la rédemption est long et incertain, mais il s'amorce par un acte d'abnégation. Leur destin rappelle que la véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans le courage, et que la véritable richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est prêt à sacrifier pour ce que l'on aime. Un homme qui a causé tant de douleurs peut-il vraiment changer? Une telle trahison peut-elle jamais être pardonnée? La réponse, comme l'avenir, reste à écrire.